Avec son million d'abonnés sur YouTube et ses dizaines de millions de vues mensuelles sur tous les supports, TVL n'est pas simplement devenu le média alternatif incontournable. Nous sommes aussi la première cible du système. L'objectif est simple désormais, nous faire disparaître. L'an dernier, les attaques ont pris une ampleur sans précédent avec la fermeture de nos comptes bancaires sans raison. À la clé, je vous l'ai déjà dit, des pertes de plus de 440 000 €. Et malgré votre mobilisation, ce coup a sévèrement frappé TVL, je ne vais pas vous le cacher. Mais au prix de concessions, d'une gestion en bon père de famille, nous avons pu continuer à mener notre mission première, vous informer. Nous avons aussi décidé de riposter. Aussi, nous poursuivons en justice les banques et tous les acteurs de ce mauvais coup. Et la procédure a déjà donné lieu à des irrégularités dignes d'une république bananière. Par exemple, une des parties a tout simplement été prévenue d'une perquisition avant même qu'elle ne soit menée, rendant alors l'opération sans intérêt. Des fuites concertées, des complicités, des mensonges. Le tableau qui se dessine face à nous n'a rien à envier à une organisation mafieuse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mener ce combat sans reculer. Nous vous le devons. Mais nous avons aussi un besoin impérieux de votre soutien et de votre aide financière. Car la perspective de 2027 rend la mission de TVL crucial. Notre indépendance totale, exempte de pression d'actionnaires, de milliardaires, de publicitaires ou de puissances étrangères, nous permet de n'avoir de compte à rendre qu'à vous et vous seul. La contrepartie de ce modèle unique, c'est qu'il ne repose que sur vous. L'avenir de TVL est donc maintenant entre vos mains. Faites un don et choisissez une information vérifiée, sérieuse et vraiment libre pour aiguiser votre opinion. Je compte sur vous dès à présent. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Contre-Enquête. Le 11 juillet 2025, Éric Denessé est retrouvé mort dans sa voiture, une carabine à ses côtés. Suicide, concluent les autorités. Mais les proches d'Éric n'y croient pas. D'autant que les incohérences ne manquent pas dans cette affaire. On n'aurait retrouvé aucune trace de poudre sur lui et la position de l'arme interroge. Des éléments qui alimentent les soupçons de ses proches. Car Éric Denessé, spécialiste du renseignement, menait des recherches qui ne plaisaient pas à tout le monde. Très critique de la gestion européenne du conflit en Ukraine, il avait également dénoncé le cynisme des Américains, la corruption dans l'armée ukrainienne et la part importante de responsabilité portée par Volodymyr Zelensky. Des prises de position dans les médias qu'on aurait, selon ses proches, cherché à faire taire coûte que coûte. Éric Denessé, un homme à abattre. Le spécialiste français du renseignement s'est éteint il y a un peu plus d'1 an, le 9 juin 2025. Un lundi de Pentecôte, 2 jours avant que sa sœur ne vienne lui rendre visite dans sa demeure de Serraval, en Haute-Savoie. Je devais partir avec ma fille aînée sur Paris et Éric devait garder mon petit chien. Donc le matin, j'appelle mon frère parce que la veille, je ne l'avais pas eu au téléphone, donc je l'appelle le matin et puis bon, pas de nouvelles. Donc on se dit, bah, c'est pas grave, on va y aller tout de suite, on prend le chien et on va le poser, on va aller sonner, quoi. Donc voilà, on arrive sur place, on se gare, alors à côté de sa voiture, et puis donc on sort. Les volets étaient tous fermés. Comme il faisait chaud, c'était une période où il faisait assez chaud au mois de juin. Donc j'ai dit, bon, c'était pour le soleil, de toute façon, Éric fermait souvent ses volets. Et du coup, donc, je descends de la voiture, et puis je vais sonner à la porte. Pas de réponse. Donc je fais le tour. Et donc, du côté jardin, la baie était ouverte, les volets étaient ouverts. Bon, je vais vers la voiture. Je me retourne et j'allais en direction de la voiture, puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Donc je m'approche. Puis elle regarde, je la vois regarder, puis elle se retourne vers moi, elle fait « Oh non !» Et là je dis « Non, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis là je vois qu'elle commence à se mettre à pleurer, à hurler, du coup là je dis « C'est pas possible !» Je vois les voisins, enfin je vois une maison dans le contrebas, je vois quelqu'un, je cours
En fait, je vais toquer et je dis au secours, aidez-nous. Enfin, mon oncle est mort dans la voiture, on a besoin d'aide. Et donc là, la personne sort, la pauvre, elle avait un bébé en plus, je me rappelle, dans les bras. Enfin, je sais même pas par contre, je ne sais pas quel numéro je fais. Hein, si je fais les pompiers ou les gendarmes, j'en sais rien. Enfin, je fais le premier numéro d'urgence et j'appelle. Et puis, donc, ils arrivent un quart d'heure, 20 minutes après. Ils m'ont simplement dit comment j'avais découvert mon frère, donc je lui ai dit ce qui s'était passé. Et puis, rien d'autre. Ils m'ont simplement dit, bon, vous mettez à l'écart. Et puis bon, après, il y a d'autres voitures. Il y a la criminelle qui est venue d'Annecy qui est montée aussi. Et puis bon, ils m'ont posé des questions, si j'avais vu mon frère, si j'avais vu la veille, tout ça. Je dis, écoutez, moi, il était venu manger une semaine avant à la maison. Et je dis, oui, je l'ai eu ce week-end, mais il n'y a pas de problème, hein, il est très bien, mon frère. Hein. Je leur ai dit, écoutez, voilà qui c'était mon oncle. Alors je tape sur YouTube, je leur montre, je fais voilà, il était quand même dans le milieu politique, quelque chose d'assez sensible, regardez, vous avez des vidéos, des machins. Donc voilà, moi j'ai réussi à faire quand même ce lien-là. Éric Dénessé, en effet, n'était pas n'importe qui. L'un des plus éminents spécialistes français du renseignement, auteur de plusieurs ouvrages et une référence pour nombre de ses pairs. C'était quelqu'un d'abord d'aimable, de gentil, d'aimable, si vous voulez. C'est quelqu'un, il arrivait, il était gentil, vous discutiez avec lui, il était bien élevé. C'est pas un caractériel du tout, c'est un calme, hein, c'était un calme. Qui était passionné par ce qu'il faisait. C'était vraiment son truc. Hein. Le renseignement, c'était devenu une passion. Quand je l'ai connu initialement, et je l'ai connu pas en le rencontrant physiquement, mais par ce qu'il écrivait ou ce qu'il disait dans des vidéos, j'ai reconnu en lui un officier. Alors, il est vrai qu'il était officier, mais il était officier de réserve, mais il avait tout à fait le style d'un officier de carrière. Et il avait acquis avec le temps, en travaillant, hein, puisqu'il avait fait beaucoup de choses, entre les livres qu'il avait écrits, auxquels il avait collaboré, les études, les forums et ainsi de suite, il avait acquis une connaissance du monde du renseignement qui était en France tout à fait exceptionnelle. Ça c'est clair. Il faisait partie des... Allez, sur les doigts d'une main, il n'y en a pas plus de 4 ou 5 en France qui étaient aussi bons que lui. Hein, voilà. Globalement, si vous voulez, en prenant aussi bien des gens dans les services de l'État qu'à l'extérieur. Hein. Vraiment, il était très bon. Et en fait, il a eu une carrière, effectivement, comme officier d'active, et puis ensuite, il a continué au ministère de la Défense, dans le civil, mais spécialisé dans le renseignement, et il a acquis une connaissance de ce que c'est que le renseignement, qui a été très vaste et qu'il a mis ensuite au service du travail qu'il a fait avec le CF2R. En l'an 2000, il avait fondé le Centre français de recherche sur le renseignement, ou CF2R. Les membres de ce groupe de réflexion publiaient régulièrement des ouvrages portant sur les relations internationales et les grandes questions stratégiques. Il en a établi les bases, les structures, il a recruté les gens qu'il fallait pour fonctionner, et son entourage immédiat au CF2R était des gens très qualifiés, et qui là encore n'annonçaient rien sans étayer leurs annonces en s'appuyant sur des renseignements vérifiables. Et c'était un travail bien fait. Personne ne pouvait dire mais c'est n'importe quoi, c'est un torchon. C'était étayé, c'était documenté. C'était vraiment un travail de professionnel qu'il dirigeait, parce qu'il n'était pas tout seul, qu'il dirigeait très très bien. Comme il était une expertise reconnue, hein, tout le monde reconnaissait qu'il était un bon expert. C'était quelqu'un qui aussi, parce qu'il connaissait bien, défendait ses idées. Éric Dénessé était surtout une voix dissonante dans la doxa officielle. Il avait, par exemple, été l'un des premiers à mettre en avant la responsabilité américaine lors de l'intervention russe en Ukraine en 2022. Il a fait partie, il n'est pas le seul, moi j'ai fait partie aussi, de ceux, quand il y a eu la guerre, le démarrage de la guerre en Ukraine, il a été attaqué par une certaine frange médiatique, je dirais, hein, et de politique. Il a été attaqué en lui disant « mais vous prenez parti pour la Russie ». Alors que, et là je le dis d'autant plus fort que je sais de quoi je parle, j'étais concerné un peu à ce moment-là, ce qu'a dit Dénessé, comme ce que j'avais dit d'ailleurs,
C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a raconté dans les 3 premiers mois de la guerre, hein, y compris les négociations Antalya, dont maintenant on vient de savoir, et par les Américains et par les Russes, que c'est vrai. Hein, donc on avait raconté ce qui se passait, les tentatives de négociation et les coups fourrés qu'il y avait par derrière. Bon, il faut bien reconnaître que 4 ans plus tard, tout le monde reconnaît que ce qu'on disait à l'époque était vrai. La Russie ne fait pas de grande rupture. 2 ans après le conflit, on a plus d'informations sur les dysfonctionnements initiaux qui avaient caractérisé l'offensive russe. Donc on voit que tout n'est pas blanc, des affaires de corruption des 2 côtés. Côté russe, évidemment, autour de Shoigu, plus de 30 généraux, je crois, démissionnés et poursuivis en justice. Alors la corruption en Ukraine atteint des proportions qui sont encore au-delà de cela. Mais effectivement, pas de rouleau compresseur russe. Soit qu'ils ne veulent pas, soit qu'ils ne peuvent pas. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer et prendre le contrôle de terres dans lesquelles il n'y a pas une majorité de russophones. D'abord, puis la Russie n'est pas une puissance expansionniste. Elle est intervenue pour protéger les populations du Donbass, que ça plaise ou non, et elle compte les libérer et les garder dans la Fédération de Russie. Éric Denessé ne s'interdisait aucun sujet. Pas même ceux desquels certains Français ont déjà fait les frais. On a travaillé sur l'Ukraine, on a travaillé sur la Palestine, on a travaillé aussi sur Alstom. Moi, je suis moins orienté vers les affaires intérieures du pays, mais néanmoins, je m'en suis occupé parce que ça avait un aspect international aussi, puisque les États-Unis étaient impliqués dans cette affaire d'Alstom. Mais avec Éric, parfois il me demandait un conseil sur un sujet quelconque, ou c'est moi qui lui demandais un conseil. Il a organisé de nombreux colloques à Paris, où parfois je suis intervenu et parfois j'étais simplement auditeur, sur l'Ukraine et sur l'Ukraine et la Russie, sur le conflit. Et également sur la Palestine et sur Israël. Éric connaissait certes quelques difficultés financières avec le CF2R, mais personne, parmi ses proches, n'imaginait qu'il commettrait l'irréparable. Quoi qu'on en raconte, il n'y a aucune raison, parce qu'on dit qu'il avait des difficultés dans sa société, mais il en avait déjà eu avant. Certes, il y avait un client qui n'avait pas payé une facture, mais ça, malheureusement, dans le monde des affaires, ça arrive souvent. Et donc, c'est pas pour ça qu'on va se suicider. Hein. Surtout, c'était pas son genre, c'était un battant, donc c'était plutôt quelqu'un qui prenait les choses à bras-le-corps. Et du coup, le lendemain, ils nous ont demandé de revenir. Donc moi, je suis revenue avec un ami à la maison. Donc ils étaient 2 ou 3, ils étaient 3 gendarmes de la criminelle. Et on est monté dans le bureau d'Éric. Quand ils ont vu tous les dossiers, les bouquins, tout ce qu'il y avait, donc, ils sont restés 1h30 dans le chalet. Et ils ont dit aux autres, écoutez, on va revenir à 9 parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire ça. Et puis 2 jours après, non, c'était fini. J'étais moi-même allé à l'étranger. À ce moment-là, je suis revenu et j'ai été interrogé le dimanche par les gendarmes. Ma femme l'avait été, bien sûr, avant. Et déjà, le gendarme m'a donné la conclusion. Il m'a dit c'est un suicide. Et il n'a pas essayé de me dire tiens, on est à 50-50, on va chercher sur cette piste où on a tel élément qui nous laisse penser que. C'était déjà une évidence. Beaucoup de gens ont beaucoup de dettes, pas pour autant qu'ils se suicident. Je le connaissais quand même relativement bien, Éric, je discutais beaucoup avec lui de son métier. C'était pas du tout quelqu'un de dépressif, mais vraiment pas. C'était un battant. C'était quelqu'un qui avait des convictions. Au départ, on se dit, vu qu'il était retrouvé dans sa voiture, une carabine, un fusil, je sais pas ce que c'était comme arme, mais bon... Au départ, on s'est tous dit, il s'est tiré une balle dans la tête, mais après, avec le recul, on savait que non, c'était pas du tout son genre. Bref, quand on a été entendu, forcément, ils nous ont posé des questions sur est-ce qu'il était suicidaire, est-ce qu'il avait des soucis, est-ce que, voilà, ce genre de choses, comment il était les dernières fois que vous l'avez vu, voilà, c'était ce genre de questions. Éric Denessé ne laissait rien transparaître de singulier avant sa mort. Sa nièce se souvient bien de la dernière soirée qu'ils ont passée ensemble. On avait mangé avec lui 15 jours avant, et puis il était
lui-même en fait. Hein. Et plus généralement encore, le tempérament d'Éric Denessé était tout sauf celui d'un homme dépressif. Ça paraît absolument invraisemblable qu'il soit suicidé, parce que c'était vraiment pas ni sa mentalité, ni son esprit, ni son comportement qui... Donc, là, moi j'ai trouvé que le fait que la famille le dise franchement, chacun avec sa sensibilité, me confirme dans ce que je pense. Éric n'avait aucune raison de se suicider et, deuxièmement, n'avait jamais manifesté de dépression quelconque et donc que pour eux ça a été une surprise totale parce qu'ils l'avaient vu peu de temps avant et il était égal à lui-même et donc pour eux c'est une surprise. Ils sont frappés aussi par la rapidité avec laquelle l'enquête a conclu. Enfin, il paraît qu'elle continue à être poursuivie, cette enquête, mais les premières conclusions ont été le suicide pratiquement 3 ou 4 heures après la découverte du corps. Éric Denessé a été retrouvé par sa sœur dans sa voiture, garée juste devant sa maison. Il gisait sur le siège passager. Une carabine se trouvait à ses côtés, sur le siège conducteur. Selon ses proches, il s'agissait bien d'une arme de famille qu'il possédait. Les portières de sa voiture étaient fermées de l'intérieur. C'est principalement cet élément qui a conduit les gendarmes à ne retenir que la thèse du suicide. Et le juge d'instruction n'a pour l'heure pas vraiment cherché à en savoir davantage, bien qu'à ce jour, l'enquête reste ouverte. On est au courant de rien du tout. Vraiment de rien du tout. J'ai mon papa qui a fait 2 courriers au procureur d'Annecy. Il a fait vraiment une lettre pour expliquer exactement où ça en était l'enquête, parce qu'il n'a rien, même pas de nouvelles, rien du tout, même pas un message en disant écoutez monsieur Denessé, l'enquête suit son cours, on n'a rien du tout. C'est ici, devant son chalet sur les hauteurs de Serraval, qu'Éric Denessé a été retrouvé par sa sœur. Une sœur qui ne croit toujours pas à la thèse officielle du suicide. Dans le hameau de Serraval, où vivait Éric Denessé, les habitants parlent d'une personne discrète, mais pas totalement étrangère à la vie du hameau. Éric avait par exemple participé à une fête des voisins, quelques semaines avant sa mort. 2 de ses voisins affirment avoir entendu un coup de feu vers midi, le jour présumé de sa mort, ce lundi de Pentecôte, le 9 juin 2025. L'un d'eux est même sorti de chez lui, pensant que quelqu'un avait peut-être tiré un renard. Il n'a rien constaté d'anormal. Pas de voiture qui démarre en trombe, personne qui ne parcourt les rues accidentées du village en ce jour de forte chaleur. Se peut-il qu'Éric Denessé ait vraiment eu un moment de folie, dépassé par la débâcle de son entreprise? Cela reste une thèse plausible. D'autant que le neveu d'Éric Denessé avait tout de même remarqué un léger changement d'attitude au cours de ses dernières semaines de vie. Et ce qui m'avait étonné ces derniers temps, c'est que il était devenu un peu plus virulent qu'il l'était auparavant. Avant, c'était quelqu'un de très policé. Quand il disait les choses, il mesurait les mots qu'il utilisait. Et sur la fin, je trouvais qu'il disait plus franchement les choses, beaucoup plus franchement. Et j'étais vraiment extrêmement étonné, parce que je ne le connaissais pas du tout comme ça. Mais il ne peut admettre qu'Éric ait mis fin à ses jours pour de simples questions financières. En effet, Éric Denessé, s'il ne roulait pas sur l'or, vivait cependant dans une certaine aisance qui ne le poussait pas à réussir coûte que coûte sur le plan des affaires. C'était quelqu'un qui avait des convictions, c'était un patriote, un vrai patriote, réellement. Il faisait ce métier pour la France, il ne le faisait pas pour de l'argent, certainement pas. C'était pas du tout quelqu'un de suicidaire, mais vraiment pas. J'insiste là-dessus, parce que jamais je pourrais croire qu'il s'est suicidé. Par contre, j'ai trouvé que l'enquête de gendarmerie, quelques heures après, en avait déduit que c'était un suicide.
Je suis rentré, donc j'ai retrouvé bien sûr ma famille. Et à ce moment-là, on a discuté. Ma femme m'a dit la maison est actuellement sous scellé, on ne peut pas y accéder. Il va y avoir un groupe assez important, à peu près 9-10 gendarmes qui vont venir fouiller et tout regarder à l'intérieur, c'est-à-dire sa bibliothèque qui comportait énormément de livres, donc les ouvrir, voir et tout ça. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier survol qui a été fait tout de suite après la découverte du corps, mais après, ils ne sont pas revenus. Ils ont enlevé les scellés, ils nous ont rendu les clés, ils m'ont dit la voiture, vous pouvez la récupérer, voilà, c'est fini. Une motivation incertaine et quelques éléments qui ne collent pas, comme par exemple l'heure du crime. Les voisins d'Éric assurent avoir entendu un coup de feu aux alentours de midi, ce lundi de Pentecôte. Or, cela ne correspond pas aux conclusions des médecins légistes. On reste, nous, sur décès d'Éric, dit par la gendarmerie, mais rien n'est écrit. Décès dans la nuit du dimanche au lundi. Alors, portière fermée, bien sûr, complètement fermée, place du conducteur, carabine, c'est une bande de long rifle, comme vous a dit Alain Juillet, qui n'analyse que les faits, il dit se foutre en l'air avec une bande de long rifle, il faut le faire. Se pourrait-il vraiment que les médecins légistes se soient ainsi trompés ? Car on peut difficilement imaginer que les voisins aient confondu l'heure du midi avec le beau milieu de la nuit. Les gendarmes ont-ils bien effectué une enquête de voisinage, comme cela devrait être le cas ? Ils ne fournissent aucune explication à ce sujet, pas plus que la justice. Moi je n'ai aucun détail, rien. Parce que le résultat de l'autopsie pourrait nous dire de quelle manière. Mais dans le domaine de... C'est ce que, là, j'ai préparé... j'ai envoyé un premier courrier au tribunal judiciaire d'Annecy. J'ai envoyé une lettre au procureur de la République d'Annecy avec les documents des différents témoignages que j'avais reçus, dont Yves Bonnet, dont Alain Juillet, également qui me venait d'Italie, et de Tigran Yegavian, qui avait un très bon pédigré sur ce qu'était Éric. C'était son plus proche collaborateur à cette. Voilà. Et donc, je demandais également au procureur qui a conservé les ordinateurs téléphones portables d'Éric, puisqu'il était en train d'écrire une encyclopédie sur l'histoire du renseignement, de l'Antiquité à nos jours, donc auprès des éditions Ellipse. Et 4 de ces ouvrages sont déjà parus, et il y en a 2 qui sont terminés à 95% dans ces ordinateurs. Donc j'ai été pressé par les éditions Ellipse de récupérer ces ordinateurs. J'étais bon, ils sont dans les mains du procureur de la République, et si vous pouvez faire quelque chose à côté, faites-le. Et moi je peux rien faire. On leur a demandé, et l'enquête est en cours. Et l'enquête est toujours en cours pour eux. Les analyses d'Éric Denessé étaient de plus en plus appréciées, même si, bien entendu, elles lui valaient également de plus en plus d'ennemis. À seul titre d'exemple, le président du CF2R avait été la cible d'une véritable campagne de dénigrement en ligne, émanant ni plus ni moins de Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Ce dernier l'accusait de reprendre les éléments de langage du Kremlin, lui prêtant au mieux une naïveté confondante, au pire une complicité affichée avec l'agresseur russe. Sur plusieurs médias de gauche, on disqualifiait le travail d'Éric Denessé, faute de pouvoir apporter des éléments contradictoires véritablement solides. Inversion accusatoire, rapprochement politique avec des formations de droite, tout était bon pour enterrer l'analyste plutôt que l'analyse. Il s'est fait attaquer par un certain nombre de journaux, de télévision et de gens tout court, qui disaient « mais quand même, il est pro-russe, il défend les Russes et tout ». Non, il essayait de comprendre. Et c'est pas facile, ça. Mais la preuve, c'est pas facile, c'est que la guerre dure toujours. Mais seulement, à l'époque, si vous voulez, il fallait pas avoir ces idées-là, parce qu'il y avait une pression médiatique très importante, d'influence, une campagne d'influence, pour justifier cette guerre qui avait été déclenchée par les Américains, en Europe et en France en particulier, pour nous convaincre que c'était une guerre juste. Et si Éric Denessé avait été poussé à bout par cette intelligentsia de gauche, qui préfère l'excommunication au débat, son ami Alain Juillet refuse cette idée.
Alors, c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé dans l'histoire, hein, qu'on amène des gens sous la pression, sans qu'on le sache bien entendu, mais qu'on exerce une pression terrible, morale, terrible sur les gens, qui arrivent à la fin à ce que les gens se disent « j'ai pas d'échappatoire » et pour s'en sortir préfèrent se suicider. Alors, ça arrive, c'est déjà arrivé, hein, et puis plus d'une fois, hein, on pousse les gens au suicide. Mais ce qui serait étonnant dans le cas d'Hénécé, c'est que Hénécé n'était pas riche, n'avait pas de gros besoins. Si vous voulez, quand vous êtes très riche, bon, vous allez tout perdre. Il n'était pas non plus une star, si vous voulez, qui pouvait tout perdre. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne voit pas quel risque. Il n'avait pas une famille autour de lui. On ne peut pas menacer ses enfants ou sa femme. Vous voyez, parce que dans ces cas-là, tout y passe. Hein. On vous demande la femme, les enfants, la famille, tout. Hein. Bon, votre situation, tout est utilisé pour vous détruire, c'est clair. Hein, je dirais, la méthode amène à ça. Hein. Mais dans son cas, je ne vois pas comment on pouvait le toucher parce que il vivait seul, il n'était pas riche, il n'était pas pauvre non plus, il vivait normalement, mais sans plus, si vous voulez. Et puis, ce n'est pas un gars qui avait des besoins. Moi, je peux vous dire que il n'avait pas de besoin. Il n'avait pas besoin d'aller faire la fête, de faire des grands voyages ou autre, pas du tout. C'était quelqu'un de très simple, qui bossait, qui était très simple. Donc, on se dit, il n'y avait pas de moyen de pression sur lui. Donc, cette affaire, on y a pensé, hein, tout le monde y pense, hein, mais on s'est dit, c'est bizarre. Comment imaginer donc que ce brillant spécialiste ait pu se donner la mort? Le corps a été retrouvé par mon épouse et ma belle-fille. Et ce qu'on trouve très étonnant, c'est que Éric, sachant qu'il allait avoir un rendez-vous avec sa propre sœur, ait fait ça dans ce lieu. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait été plus délicat de sa part, s'il avait cette intention-là, de le faire dans un lieu qui soit retrouvé par une tierce personne, un passant, une personne qui se promène en montagne, plutôt que de faire souffrir sa famille directement en retrouvant le corps. En plus qu'il se retrouve dans une voiture, il fait chaud, à cette période-là il fait chaud, le corps est retrouvé 2 jours après, donc on imagine que dans la voiture il y a eu une température qui est montée, le corps est boursouflé avec les gaz, donc le corps n'est pas très beau au niveau du visage, mais en plus dégagement de gaz, donc tout boursouflé, et on s'étonne de ça, quoi. Dès que j'ai appris sa mort, et dans des circonstances décrites rapidement, j'ai pensé que ce n'était pas un suicide, parce que je connaissais bien Éric, il n'était absolument pas suicidaire, et il était heureux d'être dans ces montagnes, et donc pour moi le suicide était exclu, et je me suis dit c'est un attentat, mais je ne connaissais pas les détails à ce moment-là, mais ma première conclusion ça a été il y avait suffisamment de gens dans le monde qui souhaitaient sa disparition pour qu'effectivement on les fait disparaître et que ce ne soit pas lui qui ait décidé de se tuer, d'autant plus que moi je le connaissais bien, je sais pas, peut-être que je l'avais vu 2 mois ou 3 mois avant, je ne sais pas, mais on se téléphonait plus régulièrement. Éric, je savais que quand il avait quelque chose à dire, peu importe ce que ça pouvait impliquer, il le disait, c'était quelqu'un de franc. Et donc je connais mon frère, donc c'est pas du tout son... C'est pas lui, quoi, c'est pas lui. On se voyait 2 fois par mois, et puis téléphone, non moins, parce qu'il travaillait beaucoup, mais oui, ça nous a... De toute façon, on se voyait tous les mois, ça c'est sûr. Puis même, de toute façon, il faisait du sport, et puis moi je passais toujours sur la route, on se faisait des petits coucous quand il faisait son footing, et puis on se rencontrait sur Thônes quand il allait faire ses courses. Donc oui, je le voyais, mon frère. Alors, s'il ne s'est pas suicidé, qu'a-t-il pu bien arriver à Éric Denessé? Pourquoi cet homme discret, bien que reconnu pour ses analyses, a-t-il été retrouvé mort dans sa voiture? Vraiment, il était très bon. Très gentil, très calme, je vous dis, sans besoin particulier. C'est pas un gars qui adorait faire la grande fête, pas du tout. Hein.
C'est un gars simple en définitive, vous voyez. Et donc, on travaillait avec lui tout à fait, avec des rapports tout à fait normaux, tout le monde. Hein. Et il organisait des formations, par exemple. Je peux vous assurer que ces formations, ça se passait très bien. Les gens le trouvaient très sympathique, très, très qualifié, hein, très professionnel. Bon. Et puis c'était tout. Vous voyez, c'était pas du tout. C'est pas un flamboyant, quoi. Alors, vraiment pas. Hein. Mais c'est pas non plus un caractère. C'était vraiment quelqu'un normal, mais expert. Dans son domaine, un véritable expert. Ça, c'est indiscutable. Merci d'avoir suivi le premier volet de cette enquête consacrée à l'affaire Éric Denessé. Retrouvez la suite de ce documentaire dans les prochaines semaines sur TV Liberté, première chaîne de réinformation de France. Merci encore de nous suivre et à bientôt.